Bonjour à tous, je suis Christophe Richard. Donc si vous avez suivi l'ordre du planning, je vais intervenir sur les objets connectés et tout ce qui est open et big data. Alors, en attendant que la présentation arrive, voilà, je vais essayer d'être un petit peu interactif. N'hésitez pas à intervenir pendant ma présentation. On fera abstraction des remarques si jamais ça dure trop longtemps. Mais vous allez voir, j'ai plein de choses à raconter. Je vais essayer d'aller vite, somme toute. Alors, je vais commencer par cette slide. Alors, non pas que je veuille faire de la publicité pour les différentes entités qui sont représentatives, mais en tant que médecin inscrit à l'ordre, j'ai obligation de faire référence à tous mes liens d'intérêt. Alors, je vais en citer deux. D'abord, le Syntec numérique, parce que c'est en leur nom que j'interviens. Je suis en charge des questions open et big data en santé dans le cadre du Syntec numérique, qui est un syndicat des industriels du numérique. Et comme vous l'avez cité tout à l'heure sur les questions d'hébergeurs de données de santé, le CNMH, ici, qui est le Collège national des médecins hébergeurs de données de santé. Je suis par définition médecin et hébergeur de données de santé chez Santéos, qui fait aussi le DMP. Donc je vais essayer de vous apporter un éclairage avec ces différentes visions. On va parler un petit peu de médecine parce que j'ai vu que ça vous intéressait et je vais prendre ma casquette de médecin. Je vais prendre celle de l'hébergeur de données de santé en tant que médecin de l'hébergeur, puis un petit peu celui de l'industriel, du numérique sur ces questions de santé connectée et d'open et big data. Alors, lorsque les organisateurs que je remercie de m'avoir invité m'ont sollicité, j'étais très heureux, très content pendant un court moment, parce qu'à un moment je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous dire sur la santé connectée, les objets connectés et sur le big data. Non pas que j'avais rien à dire, mais c'est que j'avais tellement de choses à expliciter que c'était difficile de faire le tri. Et donc de fait, je me suis dit que j'allais vous donner, essayer de vous apporter des clés, ou en tout cas des angles de vue, des points, des repères, qui vous permettront de voir un petit peu comment est-ce que l'open data, le big data et les objets connectés peuvent s'articuler. Alors, je vous propose de partir d'un prérequis qui est le suivant, c'est que les objets connectés se diversifient. Il y en a une offre qui est relativement importante. Les usages ne sont pas forcément tous bien définis, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a pléthore de dispositifs qui permettent de le faire. Quand on parle d'objets connectés, on parle autant du smartphone qu'on a tous avec nous pratiquement 24 heures sur 24, jusqu'aux dispositifs médicaux qui sont utilisés et qui sont par les professionnels de santé ou dans un environnement médicalisé et qui permettent, qui sont communicants au sens large du terme. Toutefois, les objets connectés, ça a été répété depuis ce matin, sont à la source d'un flot de données, d'une quantité impressionnante de données qui ne cesse d'augmenter. Et bien évidemment, on se doute bien que plus on va générer de données, et bien entendu, plus le big data va prendre une place prépondérante dans les dispositifs de santé. Alors je ne pouvais pas faire autrement que de me référer au document de l'Ordre des médecins qui a été publié en janvier, qui cite les chiffres. Alors ils sont en perpétuelle évolution. La dernière fois que je suis intervenu sur le même sujet, ils étaient un petit peu moindres. Ça évolue tout le temps. On ne va pas rentrer dans les détails des chiffres spécifiquement, mais on s'aperçoit quand même que ça devient particulièrement substantiel, qu'on a des informations qui sont issues de dispositifs qui se chiffrent en milliards. Vous avez des quantités astronomiques de dispositifs qui sont disponibles, on va le voir. Nous tous, en tout cas certainement ici, plus ou moins en grande majorité, on est utilisateurs de ces dispositifs. Alors, j'ai trouvé une image qui permettait d'un petit peu de visualiser tout ce qui pouvait être aujourd'hui considéré comme un objet connecté et qui dans le monde de la santé. Alors, ça va évidemment les lunettes, les lentilles. J'ai découvert les brosses à dents. Je ne sais pas forcément ce que ça peut apporter, mais pour le coup, ça existe. Il y a les tatouages, les vêtements, et puis tout ce qu'on peut ingérer. Vous avez remarqué que dans mon bonhomme, il y a des gélules qui portent des caméras et ainsi de suite, qui prennent la température. La notion d'objet connecté doit être prise dans une acception très très large. C'est pas uniquement le téléphone mobile qu'on a dans la main. Finalement, c'est quelque chose qui doit être perçu de manière plus importante. Et quand on élargit encore cette réflexion sur cette notion d'objet connecté, eh bien évidemment, tous les dispositifs que vous avez dans votre maison, tous les outils domotiques que vous avez, quand ils deviennent connectés, ils deviennent intelligents, et on a maintenant une maison connectée. Donc votre maison, elle est connectée, vos t-shirts sont connectés, votre frigo est connecté. Ça va le devenir. Votre télé vous regarde désormais.
Il faut bien en avoir conscience. Et puis si vous n'êtes pas du tout connecté, on vous connectera de force. Il y a bien des outils et des appareils qui vont vous regarder sans que vous le sachiez. Donc cette notion d'objet connecté et des données qui vous concernent, qui peuvent être collectées, il faut le voir dans une acception beaucoup plus large que j'ai un téléphone ou j'ai un dispositif chez moi sur lequel je pense avoir un contrôle. Alors, au final, je me suis risqué, parce qu'on m'a dit qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui étaient des geeks, d'essayer de définir ce qu'elle devait être un objet connecté, c'est quoi le plus petit commun dénominateur. Alors, pour les objets en santé, je vous propose la caractérisation suivante. La première, c'est que il faut bien considérer que les objets connectés, je l'ai cité tout à l'heure, c'est soit pour le grand public, soit pour les professionnels de santé. Donc, le type d'utilisateur est certainement un des mécanismes de catégorisation au jour d'aujourd'hui. La nature même du capteur et des données qu'il est susceptible de connecter est un élément qui va le définir. Évidemment, la façon ou la nature, le mécanisme de transmission de ces informations du capteur vers un site centralisé qui va recueillir et thésauriser les données. Et puis, la notion de captation de ces données, ces captations, stockage et analyse. Alors ça va évidemment de est-ce que j'utilise de la 3G, est-ce que j'utilise Internet, est-ce que j'utilise du Wi-Fi, est-ce que c'est chez un hébergeur de données de santé ou est-ce que c'est utilisé et collecté, consolidé chez un autre acteur. Le cas échéant, bien entendu, et ça je pense que c'est la partie qui est peut-être la moins visible, mais qui nous intéressera tout autant que sur la notion de stockage, c'est bien entendu qu'est-ce que finalement ça va nous apporter à nous, en tant qu'individus, comme avantage, comme intérêt, comme utilité, le fait de pouvoir, d'avoir autorisé le recueil de mes données. Alors quand on parle d'objets connectés, les applications qui vont être derrière, qui vont les piloter ou qui vont restituer les informations. On a vu dans les présentations précédentes le fait que les données circulaient vers un centre et c'était par ce centre que les données étaient restituées à l'utilisateur. Eh bien, il y a toujours des applications. Si on prend l'exemple du téléphone mobile, là aussi, j'ai pris les chiffres qui sont présents dans le livre Santé connectée de l'Ordre des médecins. C'était une référence qui était une des plus récentes que je connaissais. Là aussi, les chiffres ne font qu'augmenter. Je n'ai pas tout repris, mais je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer que ça a effectivement une augmentation particulièrement importante. Une particularité que j'ai découverte à la lecture de cet ouvrage, c'est que si 60% de ces applications sont destinées au jour d'aujourd'hui au grand public, la tendance tend à inverser ce chiffre et qu'on s'aperçoit que les objets qui étaient plutôt les applications qui étaient plutôt orientées bien-être, grand public, ont tendance à basculer vers les professionnels. Ça s'explique, je pense, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, bon, il fallait un petit peu d'image dans ma présentation. Vous reconnaissez les outils d'Apple, vous avez reconnu les outils Google. Il y a aussi des outils d'entités françaises. Alors j'ai regardé le petit livret lorsqu'on m'a invité. J'ai pris par hasard j'ai compulsé les différentes startups qui existaient. J'ai trouvé celle-ci qui est Human Life, qui propose des capteurs. Alors j'ai regardé un petit peu quelle était la nature de leur offre. Et finalement, j'ai retenu les quatre points qui ne sont pas inintéressants et qui sont à avoir à l'esprit, je pense, quand on veut évaluer, apprécier un objet connecté, les applications. Vous avez, et puis qui finalement illustre bien le propos des objets connectés. Alors évidemment, il y a une question de bien-être d'un individu, de wellness, qui est importante. L'information qui est restituée, c'est du conseil, c'est-à-dire que finalement, on sent bien que la valeur ajoutée n'est pas uniquement sur la restitution visuelle des données. Il y a des valeurs ajoutées qui sont apportées dans le cadre des services produits par l'application ou par l'intervenant. J'ai remarqué qu'on pouvait synchroniser tous ces objets connectés. C'est-à-dire que finalement, on ne part pas là d'un seul objet connecté, potentiellement tout, votre balance. Ça rejoint un petit peu la liste que j'ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, tout va être consolidé vers un seul et même utilisateur. Et puis j'ai apprécié la présence d'une notion de sécurité. Ça a été rappelé depuis l'intervention de la CNIL tout à l'heure. L'hébergement des données de santé est un élément qui n'est pas complètement négligeable et on verra pourquoi. Et donc finalement, c'est des éléments à prendre en considération. C'est-à-dire quand on parle d'une application, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait une courbe avec son poids ou avec son nombre de pas. Il faut quand même voir le tableau de manière beaucoup plus large et voir un petit peu quel est le service rendu et de quelle manière il est rendu pour que ça puisse être fait. Pour illustrer mon propos sur le côté
non pas grand public mais professionnel, on s'aperçoit qu'il existe aussi des applications qui sont destinées à des professionnels. Je donne l'exemple de l'iPhone ECG ou du e-stéthoscope. C'est intéressant, je ne sais pas si votre médecin utilise déjà ce type d'application, si vous-même vous l'utilisez, mais en tout cas, c'est censé un peu monter en puissance. Alors le Big Data. Big Data, alors j'ai séparé les deux, on va fusionner très rapidement les deux notions. Je voulais préciser avec vous la notion de Big Data. J'en entends plein de définitions. Je ne sais pas s'il en existe une définition que tout le monde pourrait accepter. Je ne sais pas si depuis hier, quelqu'un vous en a donné une. Pour le coup, on en parle, mais est-ce que quelqu'un en a défini concrètement ce que c'était? Je pose la question. Non. Alors je vais me risquer à une définition. Alors le big data, je ne suis pas data scientist, donc je vais parler de choses que je ne maîtrise pas forcément finement, mais c'est quelque chose qui permet une nouvelle façon de traiter des données qui sont alors les 3V qui sont usuellement proposées pour définir les big data, c'est-à-dire des données volumineuses. Il y a une question de vélocité, de vitesse et de disponibilité, et bien entendu de variété. Je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus loin en rajoutant des V en plus, parce que finalement c'est pas tout. Lorsqu'on veut utiliser ces données à des fins statistiques, épidémiologiques, il faudrait que ces données aient une certaine validité, de savoir d'où elles viennent, si elles sont effectivement pertinentes. Et puis quelque part, il y a toujours une dimension économique dans les données. On en a parlé de manière subjective dans les différentes interventions, mais évidemment, ces données peuvent être valorisées. Alors, ce n'est pas une valorisation forcément économique, c'est qu'on peut toujours tirer de l'intelligence des informations utiles pour chaque utilisateur ou pour la communauté. Et donc, voilà, vous avez un dé, alors il y a 3 V visibles, moi j'en ai mis 5. Vous prenez les choses comme vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez au moins, ça permettra éventuellement d'échanger. Alors, il n'y a pas, les big data, c'est pas uniquement des V, c'est aussi des innovations technologiques. Alors là, certaines dépassent mon niveau de maîtrise en tant que médecin, mais j'ai bien vu que Hadoop, c'était quelque chose qui était hautement important lorsqu'on voulait faire du traitement de données en grande quantité. Je vais laisser les spécialistes en parler. Et puis, j'ai surtout retenu, et on va y revenir, le fait que traiter des grandes quantités de données, ça nécessitait d'avoir à l'esprit la notion d'algorithme, et on va continuer à creuser un petit peu cette piste. Alors finalement, les big data procèdent, c'est pas venu spontanément, ça procède qu'on est dans une dynamique, dans une situation qui est un petit peu de rupture. Alors j'ai essayé de les lister, là aussi, pour essayer de focaliser, d'avoir des points de repère. Alors les facteurs objectifs, c'est qu'évidemment, il y a plus en plus de données et évidemment plus de sources. On va le voir un peu plus tard, les différentes sources existantes, mais donc les objets connectés en sont une, mais ce n'est pas la seule source existante. Évidemment, les technologies permettent aujourd'hui de traiter ces grandes masses de données. En tout cas, il y a une volonté de le faire. Les données sont là, on peut en faire quelque chose. Il y a cette valorisation qui va forcément pousser les gens. Il y a évidemment des nouvelles techniques. J'ai vu les algorithmes proposés, j'ai vu les mathématiciens en parler. Les gens sont capables d'appréhender ces nouvelles dimensions. Et ben voilà, on a la technologie, on a les données, on a la matière. L'envie n'est pas très loin. Dans le cadre de la santé, il faut peut-être aussi objectiver que ces derniers temps, il y a une dimension économique qui est importante. Je ne vous rappellerai pas le déficit de la sécurité sociale, mais dans ces périodes de disette, si la valorisation des données ou l'optimisation de la prise en charge de patients pouvait être une finalité qui réduit les coûts, ça serait peut-être pas anodin comme démarche. En tout cas, c'est certainement un facteur qui favorise. Accessoirement, les professionnels de santé et ou les patients sont aussi bénéficiaires de ce type de dynamique. On va voir qu'il y a certainement un service rendu qui permet d'améliorer la prise en charge ou de faciliter, d'accompagner le professionnel de santé dans la prise en charge de son patient en l'aidant avec tout ce qui est toute l'évidence base of medicine, enfin toutes les informations nécessaires, ou en tout cas en testant son patient vis-à-vis d'une grande quantité de données pour pouvoir personnaliser les traitements. J'ai entendu le mot tout à l'heure. Et puis bien entendu, la volonté de chacun d'aller vers ces nouvelles façons de vivre. Puisque finalement notre téléphone aujourd'hui il ne sert pas uniquement à téléphoner. Pour ceux qui sont de la même génération que moi, pas trop âgés, on a connu le téléphone qui avait juste un fil. Aujourd'hui mon téléphone il me permet de regarder des films, de jouer à Candy Crush, il me permet de prendre des photos alors qu'il fallait nombre d'appareils différents et beaucoup plus gros il y a encore quelques années.
Alors, là, pour être un petit peu imagé, finalement, ces données, cette masse de données importante, elle peut être perçue comme étant très disparate. Alors, j'ai utilisé des nuages de mots pour essayer comment dirais-je, de matérialiser que toutes les sources potentielles de données, d'où ça peut venir. Voilà, on voit pas très bien. Il y a plein d'informations partout. Elles sont générées par plein de dispositifs. Il y en a de partout. Il y en a sur Internet, même les données qu'on considérait comme pas des données médicales. Mais finalement, il y a quand même une cohérence, une intelligence derrière, et que si on réfléchit un petit peu, on peut s'apercevoir que ces nuages d'informations qui circulaient, elles vont finalement être des sources potentielles, et que quand on dispose de l'astuce et des outils pour le faire, on peut organiser les choses de cette manière-là. Donc les objets connectés que je rangerai dans la partie Internet des objets, on s'aperçoit que des données qui ne sont pas forcément des données médicales, mais les données qui existent, qui peuvent être disponibles, qui sont numérisées, elles peuvent, avec des données sociales, avec les Internet des objets, tous les objets connectés, des données de l'entreprise, hein, il y a de la médecine du travail, vous pouvez aussi vos déplacements, des informations liées à votre activité professionnelle. L'open data, ça a été cité tout à l'heure, c'est aussi une source de données en devenir ou existante. Et puis bien entendu, toutes vos données personnelles sont des données qui peuvent à un moment être croisées, concaténées et qui peuvent permettre de faire au moins dans un premier temps du big data, puis du smart data, et puis après être valorisé. Valorisation à nouveau n'étant pas forcément monétisation, mais en tout cas on voit qu'il y a une cohérence derrière. J'ai vu la notion de smart data dans la présentation de Samsung. On vous restituera des données à partir des masses importantes qui existent. Plus il y aura de sources, plus on peut s'y brancher si elles sont facilement accessibles. Et donc ça s'organise de cette manière-là. Alors évidemment, il faut bien avoir à l'esprit que au final, ce qu'on cherche à avoir, c'est pas récupérer des données, c'est récupérer vos données. Et que derrière toutes ces informations, c'est un peu vous qu'on essaye d'identifier à travers votre activité numérique. J'ai fait une image d'un double numérique. On n'en est peut-être pas si loin. Alors, au final, les big data, est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Je ne saurais pas répondre à ce stade. Tout dépendra de l'utilisation que chacun en fera ou de ce qu'on autorisera à en faire. Puisque on est quand même la source de ces données. On est un petit peu partie prenante dans leur finalité. Mais grosso modo, on s'aperçoit que chaque individu génère ses données, consciemment ou pas. Et puis plus ça va, plus il est moteur dans cette génération de données et quitte même à les mettre à disposition, puisque qui n'a pas un compte sur Facebook, qui n'a pas un compte Twitter, qui n'a pas des informations dans des blogs, est-ce qu'on poste finalement ces données, vous les rendez publiques, elles peuvent être disponibles par tout à chacun qui souhaiterait ou qui pourrait les capter, en tout cas s'il n'y a pas de contrôle. Évidemment, les big data vont permettre de capter, selon le schéma que je vous ai montré précédemment, et puis de pouvoir identifier, tirer une intelligence, une connaissance de ces informations, et le cas échéant de répondre à des problématiques ou à des questions qui étaient totalement abstraites ou auxquelles on ne pouvait pas répondre avant. Il faut bien concevoir aussi que le big data, c'est pas un mécanisme qui est nouveau. Ça existe déjà dans d'autres domaines. La santé, on y vient tout doucement et on va voir de quelle manière. Alors, je continue. Alors, évidemment, la question qui était initialement posée, c'était de savoir si on mesure bien l'importance et le potentiel des big data basés sur les données, et le cas échéant en s'appuyant sur les données des objets connectés. Alors, j'ai été amusé de voir que ce matin, l'avocat qui a présenté, Pierre Desmarais, qui a présenté, a utilisé le même iceberg ou un iceberg similaire pour montrer que finalement, tout le potentiel, il reste caché, on n'en voit pas la totalité. Alors j'en viens à la rupture. Alors pour essayer d'imager mon propos, j'ai pris une photo, ça doit être la première photo prise par Méliès, il y a un peu plus d'un siècle et demi. Et puis vous avez les cinémas en 3D. Il faut voir qu'aujourd'hui, l'idée qu'on se fait du big data est probablement proche de la photo là-haut. Et aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment faire est plutôt proche du cinéma en 3D. Donc finalement, je dis finalement parce qu'il y a un décompte qui m'est montré là, donc je me dis, il ne me reste plus beaucoup de temps. Normalement, le micro va être coupé dans 30 secondes, si j'ai bien compris.
Pour aller le plus vite possible, le big data, il faut avoir à l'esprit les 4 éléments qui sont ici. Le fait que, et j'en fais appel aux spécialistes sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du big data, c'est plus le code qui va faire la loi, c'est l'algorithme qui va prendre les décisions. L'illustration la plus rapide et la plus simple sur ce sujet, c'est que lorsque vous utilisez des outils de traduction en ligne, lorsque vous voulez faire une traduction du mot light, soit c'est clair, soit c'est léger. Aujourd'hui, de savoir pourquoi est-ce que le système vous répond léger ou clair, c'est pas le code qui le définit, c'est l'algorithme. Et celui qui sait pourquoi est-ce que c'est cette traduction qui a été prise, il y en a très peu qui sont capables de le faire. En tout cas, c'est pas vous. La notion de causalité et de corrélation est aussi un changement de paradigme. Aujourd'hui, on pourrait très bien découvrir que manger 2 carrés de chocolat un jour d'éclipse peut guérir du cancer. Ça serait magnifique, ça serait fabuleux, rien n'empêche de le découvrir. On ne saura pas pourquoi, on saura juste dire que ça arrive. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que ça n'est pas bien? En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait découvrir. Il faut avoir aussi à l'esprit, et ça ce point est relativement important, c'est que grosso modo, la notion de protection des données privées doit changer, puisque toutes les données sont devenues des données personnelles et que, avec n'importe quel type de données, avec le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, font qu'on peut apprendre plein de choses sur vous avec une information qui paraissait totalement marginale et totalement peu valorisable, ou en tout cas qui fournissait peu d'informations sur vous, en tout cas sur l'individu que vous êtes. Et que finalement, quand on s'aperçoit qu'on perd un peu la maîtrise des données qui ont été diffusées, et que malgré l'intervention de régulation, de tutelle, la question est plutôt, c'est que la vie privée doit être maîtrisée partout, chacun doit pouvoir récupérer cette maîtrise, et que le focus ne doit pas être mis sur le fait de ne pas diffuser les données, parce que c'est peut-être déjà trop tard, mais c'est plutôt de savoir si on ne peut pas responsabiliser les utilisateurs ou les réutilisateurs de données quant aux finalités des traitements qu'ils veulent opérer. Alors donner des petits exemples concrets, j'ai plus que 3-4 slides, après je m'arrête. J'ai repris un schéma qui explique un petit peu quel est le processus qu'on peut utiliser pour traiter des données et aboutir à des résultats. On prend des données existantes. J'ai pris le machine learning, c'est-à-dire la machine, elle apprend toute seule et elle va se corriger, mais l'intelligence, elle va être automatisée. On définit des modèles, on prend les données existantes et puis on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut en prendre, ce qu'on peut en extraire. Concrètement, ça donne quel type d'exemple? Alors, le premier élément qui associe objets connectés et santé, en tout cas le premier cas que je vous montre, est celui de l'étude de la propagation du paludisme en Afrique, basée sur les données issues de téléphones mobiles de près de 15 millions d'utilisateurs africains. C'était entre 2008 et 2009. Et donc, on essayait de visualiser les déplacements de ces acteurs, enfin de ces gens, à travers leur téléphone mobile et leur géolocalisation, et puis de voir comment est-ce que l'épidémie de paludisme a pu évoluer dans le temps. Alors, ça a permis de faire, alors vous aurez le lien, je laisserai la présentation, vous pourrez aller voir directement les données, mais ça permet d'avoir des représentations telles que celle-ci, où on voit les liens entre les différents acteurs, ou en tout cas les différents foyers, et la façon dont la pathologie s'est propagée. Les mêmes modèles ont été utilisés, en tout cas les mêmes techniques ont été utilisées pour le suivi de l'épidémie d'Ebola, toujours en Afrique. Alors, celui du bas montre effectivement les diffusions à partir de foyers. Celui du haut est la remontée d'informations à travers des outils nomades sur des personnes qui étaient des sortes de sentinelles qui comptaient le nombre de patients dans les centres de prise en charge. Alors, au final, c'est bien pour les épidémies. Est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu plus ambitieux? Je donne 2 exemples de constitution de bases de données sur des bases de registres de données médicales sur le cancer. Alors, il y a celui du NHS en Grande-Bretagne qui permet aujourd'hui de tester son propre cas ou le cas d'un de ses patients et puis d'avoir une évaluation sur un recul de 10 ans de cas de cancer et des cancers spécifiques à celui de votre patient. Vous pouvez accéder à travers ce lien sur cette interface, vous donnez les éléments cliniques et on vous restitue les éléments de survie possibles en fonction des traitements ou de non-traitements. Une dynamique à peu près similaire est présente en France, où on met en lien les 28 plateformes de génétique moléculaire concernant les cancers, et ça vise également à pouvoir produire des bases de données importantes et de pouvoir tester un patient versus tout l'historique, de façon à pouvoir
à terme, alors c'est le cas pour le cancer, mais ça sera le cas pour potentiellement toutes les pathologies, de mettre en place une médecine que moi je vais qualifier de moderne, en tout cas de préventive. Avec les objets connectés, elle pourra être virtuellement participative et surtout personnalisée. J'ai vu que le terme avait été utilisé par l'intervenant précédent. Je pense que ça, c'est relativement important. Alors je vous ai donné des exemples de capteurs, deux nouveaux, la lentille qui permet de visualiser la glycémie et puis un tatouage qui permet là aussi de remonter des données spécifiques. J'ai pris l'exemple du dossier médical personnel. C'est amusant parce que donc ça a été utilisé par également l'intervenant précédent. Il existe, il est vide, il est prêt à recevoir des services, il coûte rien ou pas grand-chose. Et effectivement, l'idée c'est que si on pouvait y thésauriser un certain nombre d'informations, puisque c'est de manière sécurisée, et qu'on y pluguait des services intéressants, on pourrait peut-être faire tout ce qui a été décrit depuis ce matin de manière astucieuse, et ça bénéficierait à chacun d'entre nous, puisque le dossier médical personnel, comme son nom l'indique, il est personnel. Je vais passer sur cette slide très rapidement, parce que je ne pouvais pas vous parler du big data et des nouvelles technologies sans évoquer le fait qu'il existe d'autres technologies qui peuvent être associées et qui utilisent les big data, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les sciences cognitives. Cet acronyme, vous le reverrez, le NBIC. Donc adossé au big data, ça fait plein de choses. Mais aujourd'hui, ces plein de choses, ça reste théorique. Si les big data permettaient de tout prédire, il y a bien quelqu'un qui aurait déjà gagné à l'euro million à tous les coups. Ça n'est pas arrivé. Donc il y a encore du travail à faire. Mon avant-dernière slide, et après je me tais. L'idée était de vous montrer un focus un petit peu différent sur le fait, alors j'ai mis une base de données, c'est très schématique, ne prenez pas au pied de la lettre ce schéma, mais l'idée était de montrer que finalement, à chaque niveau qui est présenté ici, on peut faire rentrer, il y a des données qui rentrent et il y a de l'information qui sort. Ça peut servir pour faire une prise en charge, la prise en charge d'un patient, mais qu'à partir du moment où les données sont agrégées, concaténées, au niveau de l'établissement, on peut détecter des problématiques liées à des pathologies qui seraient nouvelles. On peut pourquoi pas détecter le Ebola avec ce qu'on a montré tout à l'heure en utilisant les données du SIH. Et puis ainsi de monter dans la région, faire une évaluation de l'état de santé de la population et puis éventuellement, si on est dans une médecine prédictive, puis personnalisée, cibler la prise en charge de certaines problématiques liées à la région. Le ministère et l'État pour pouvoir faire des plans et des prévisions de santé publique et puis optimiser les campagnes de santé publique. Quand ça arrivera, alors pas forcément avec une base, mais quand on mettra en place des outils qui permettront de le faire, on aura certainement tous à tirer parti de ces nouveautés, de ces innovations, à partir du moment où les acteurs qui pilotent ont des acteurs qui ont une capacité ou la légitimité à traiter ces données et n'en feront pas un usage exclusivement commercial. La slide de conclusion, je passe très vite. L'idée étant de dire que si vous n'allez pas au big data, de toute façon les big data viendront à vous. Il faut bien concevoir que les téléphones mobiles et donc tous les objets connectés, vous les avez déjà. Donc c'est le big data qui est la dernière étape pour intervenir. Il ne faut plus ignorer la notion de big data, en tout cas dans les dimensions que j'ai tenté de vous présenter. Toutefois, il ne faut pas que ce soit quelque chose de totalement... il ne faut pas que ce soit la jungle. Il faut que ça rentre dans un écosystème pertinent et régulé. Pertinent, c'est-à-dire que ça serve y compris à l'individu. Et donc ça passe notamment par la responsabilisation et la sensibilisation de chacun d'entre nous à ces questions d'objets connectés et potentiellement de big data. Sur une notion d'économie, puisque les questions de modèle économique ont été évoquées, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il faut évidemment que le modèle ne soit pas basé sur la vente de données, c'est plutôt les services qui permettront une valorisation des données. Valorisation à nouveau, soit économique parce que vous serez prêt à payer pour le faire, soit valorisation parce qu'on tirera de la connaissance des données que vous mettrez à disposition pour le bien commun. Et puis bien entendu, il faut intégrer un peu d'humain dans cette notion de big data, d'humanité et de générosité, puisque si vous avez à l'esprit le film Minority Report, ou bien alors Bienvenue à Gattaca, on est dans des domaines un peu science-fiction, mais finalement, si on n'a pas un peu d'humain dans cette froideur de big data, on n'arrivera à rien. Accessoirement, au jour d'aujourd'hui, il faut être aussi sensibilisé que les acteurs qui sont les mieux placés, ce n'est pas forcément les acteurs français. GAFA, c'est pour Google, Apple, Amazon et Facebook. Aujourd'hui, eux collectent des données, mais n'ont pas de finalité pour vous, en tout cas en termes de santé. Donc là aussi, soyez bien sensibles au fait qu'il faut choisir à qui vous confiez vos données. Je vous remercie beaucoup.
Alors, on a le temps pour une question. Donc, il faut choisir la meilleure question. Est-ce que quelqu'un... il y en a une là-bas. Alors, vous parlez bonjour, vous parlez du choix des personnes à qui on va confier nos données. Justement, qui va nous dire à qui nous pouvons confier nos données? Est-ce qu'il y aura une certification mise en place par l'ordre des médecins ou par un autre institut? Alors, j'ai pas une réponse globale pour la totalité. Pour les applications qui seront des applications destinées aux professionnels de santé ou qui auront des finalités médicales identifiées, il est fort probable effectivement qu'il y ait un mécanisme de certification. Je crois même que l'ordre préconise la prescription par le médecin d'applications dans ce cadre-là. Donc, a priori, ça suivra un processus qui sera parfaitement maîtrisé et validé par des autorités médicales ou en tout cas sanitaires qui permettront de garantir que les informations collectées par le dispositif, leur utilisation et leur finalité, leur devenir, sera quelque chose de maîtrisé. Ça sera d'autant plus intéressant si ces données sont positionnées dans un outil dont on a le contrôle, comme le DMP par exemple, mais il n'y a pas que le DMP, mais celui-ci est un bon exemple et c'est bien représentatif. Toutes les autres, qui sont à travers des outils ou des systèmes plus commerciaux, sont là laissés à votre appréciation. Il n'y a pas de raison, quand vous allez télécharger une application santé ou bien-être sur l'Apple Store, c'est les conditions de l'Apple Store qui s'appliquent, c'est à rien à voir avec votre médecin. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, vous pouvez faire soit confiance à Apple, ou bien vous vérifiez vous-même et vous lisez les conditions générales d'utilisation. Et normalement, vous devriez avoir les réponses et libre à vous d'utiliser ou pas le service qui est concerné.